Bonjour les amis, une actualité très riche en cette fin de printemps, début d'été 2023 avec énormément d'objectifs à tester, peu de temps pour le faire, donc j'ai essayé de faire mon maximum. Aujourd'hui on va s'attaquer à la triplette Sigma consacrée à la monture Z en APS-C avec une ouverture magique f1.4 pour ces trois objectifs, un 16 mm, un 30 mm et un 56 mm. Vraiment des objectifs qui manquaient à la gamme Nikon. Eh bien on va voir ce que ça donne, c'est parti pour le test. Alors on commence par le 16 mm qui est le plus gros paradoxalement, c'est la plus petite focale 16 et c'est celui qui est vraiment le plus imposant, le plus gros, le plus lourd. Et je trouve que sur le ZFC c'est presque un petit peu trop, ces boîtiers APS-C sont quand même plutôt compacts et le ZFC est un peu plus gros que le Z30 ou que le Z50 et vous voyez que là c'est presque déséquilibré, on a quelque chose qui a tendance un petit peu à piquer du nez. Et ce gabarit m'a un peu gêné lors des prises de vue, donc plus que sur le 30 ou le 56 mm. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de ne pas faire une analyse théorique sur des mires, mais bien avoir des exemples, et à partir de ces exemples, vous donner un petit peu mon ressenti sur cette optique et sur son utilisation. Alors premier point, pourquoi utiliser une optique avec une ouverture aussi importante? Typiquement, lorsque vous faites des images, des reportages dans des lieux un petit peu sombres, comme dans une église par exemple, avec une ouverture, on va dire moyenne, f5, vous allez très vite vous retrouver à des vitesses plutôt basses. Là, on est à 1/25e de seconde. Et même si on est monté un petit peu en ISO, à 1250, vous savez que les capteurs APS-C supportent plus ou moins bien les montées en ISO. Et si on agrandit l'image, on voit que cette définition est un petit peu floue, c'est pas très net, les bords sont pas très définis, parce que simplement à 1/25e de seconde, on a des petits flous de bouger, même si comme moi on ne bouge pas beaucoup, c'est quand même sensible. Donc cette ouverture 1.4, elle permet tout simplement d'avoir une image parfaitement figée. 1/320e de seconde au lieu de 1/25e, toujours à 1250 ISO, simplement parce que je suis passé à la pleine ouverture. Et vous voyez que cet objectif, à la pleine ouverture, il a tout son sens dans des lieux peu éclairés, et là ça permet d'avoir des vitesses d'obturation qui sont compatibles avec des flous de bouger le plus réduits possible. Alors le flou d'arrière-plan à 1.4 est quand même pas très important. Il ne faut pas oublier qu'on est à 16 mm, donc l'équivalent d'un 24 mm en plein format, et donc vous voyez que cette séparation des plans est quand même pas très importante. C'est certainement pas un reproche, mais le constat qu'on peut faire sur une optique grand angle avec une très grande ouverture. Je vais vous montrer 2-3 autres exemples pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Alors deuxième cadrage, on est là à l'ouverture 1.4, vous voyez que le premier plan ici n'est pas tout à fait net. Par contre, tout le reste, c'est bon. Si on se rapproche très près du sujet, là je suis à quelques dizaines de centimètres des bougies, l'arrière-plan devient flouté. Bien sûr, avec cette grande ouverture, c'est tout l'avantage. Ça permet d'avoir cette séparation des plans, mais il faut vraiment être très près du sujet pour que ça soit effectif. Et à l'extérieur, on a une double contrainte. Alors déjà, je vous l'ai dit, la séparation des plans n'est quand même pas très marquée. Pourtant, je suis bien à 1.4 en ouverture, et vous voyez que par rapport à mon sujet principal, eh bien l'arrière-plan est certes moins net, mais c'est quand même pas très marqué. Autre problème qui arrive très vite sur les boîtiers Nikon APS-C, c'est la vitesse d'obturation. À 1.4, vous voyez, je suis à 100 ISO. Sur le ZFC, je ne peux pas descendre en dessous de 100 ISO, ce qui est le cas d'ailleurs sur la plupart des boîtiers APS-C. Et je suis limité à 1/4 millième en vitesse, je ne peux pas monter au-delà, et encore, en vidéo c'est 1/2 millième, donc à la pleine ouverture, je suis très vite à la surexposition. Là, je suis pas en soleil direct, et je suis déjà au maximum au 1/4 millième. Ça veut dire que très rapidement, à l'extérieur, en situation ensoleillée, vous ne pourrez plus utiliser la pleine ouverture, puisque vous ne pourrez pas avoir une vitesse d'obturation assez importante, et vous ne pourrez pas descendre plus bas que les 100 ISO. Donc ça, c'est un vrai problème sur ces optiques très ouvertes. Il faut en prendre note, simplement. Alors, il y a une solution, hein, c'est les filtres ND qui permettent de réduire un petit peu la lumière qui va rentrer sur votre capteur.
Mais bon, je trouve pas ça hyper pratique d'avoir à chaque fois à visser un filtre, le dévisser, enfin, etc. Donc ça, c'est un fait qu'il faut avoir en tête avant d'acheter ces optiques très lumineuses. Autre contrainte de cette ouverture très grande, f1.4, c'est un très léger vignettage, on va le voir. Donc regardez un petit peu les angles. Là, je suis à 1.4, je passe à 1.8, et vous voyez que si je reviens à 4, hop, 1.8, voilà, les angles sont un petit peu plus sombres, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Et si je passe à 2.8, on a déjà une suppression complète de ce souci. Alors, est-ce qu'il y a une différence de piqué, de définition, si on est à la pleine ouverture ou si on ferme un petit peu plus cette ouverture? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, je suis donc à 1.4, hein, donc pleine ouverture, et on va s'apercevoir si on grandit l'image à 100%. Regardez par exemple le lettrage de l'album Spirou ou les lettres de ces différentes BD sur la droite. Vous allez voir que si je ferme un petit peu, là on va passer à 1.8. Voilà, on s'aperçoit que ce lettrage est un peu meilleur. Ensuite, si on passe à 2.8, on arrive au maximum du rendement de cette optique. Ça se confirme dans ce nouvel exemple où je mets deux images côte à côte, une à 1.4, l'autre à 1.8, et on va dans les angles. Donc l'image à gauche, je vous le répète, 1.4, l'image à droite 1.8. C'est pas hyper net, mais il y a une petite amélioration à 1.8. Par contre, en montant à 2.8 sur l'image de droite, vous voyez que la différence est beaucoup plus notable. Si on veut le maximum de qualité sur cette optique, il faut atteindre l'ouverture 2.8. Après, si je vous mets le f4, vous voyez que c'est à peine meilleur. On voit bien qu'il y a une petite différence entre l'ouverture 1.4, 1.8 qui sont un petit peu plus faibles et qu'à partir de 8, tout ça se met en place parfaitement et on a une optique qui devient parfaitement homogène. Alors parler d'autofocus sur un 16 mm, c'est pas forcément quelque chose qui est primordial, il y a déjà des profondeurs de champ qui sont très marquées, mais cet objectif n'est quand même pas non plus extrêmement rapide. Je vous fais défiler un petit peu les images. Hop, voilà, là on a l'AF qui a décroché, alors le ZFC non plus n'est pas un foudre de guerre question AF, mais ça a pris 2-3 images à revenir à la normale, et après c'est revenu tout à fait correctement jusqu'à la fin. On va voir en vidéo ce que ça donne. Donc si je fais défiler un petit peu l'image, on s'aperçoit que globalement, sur un marcheur vraiment à vitesse très moyenne, ça reste à peu près correct jusqu'au bout. Donc l'AF fait à peu près, remplit son office, mais une fois de plus, il ne faut pas en attendre des miracles maintenant, c'est pas forcément ce qu'on demande à ce type d'objectif. Alors gabarit quand même plus compact hein, pour ce 30 mm, l'équivalent d'un 45 mm en full frame, par rapport au 16 mm que l'on a vu précédemment. Je trouve que ça fait un bel ensemble avec le ZFC. Il est agréable à manipuler, pas trop lourd, assez bien équilibré. Et puis cette ouverture f1.4 prend quand même plus de sens, je trouve, sur un équivalent 45 mm plutôt que sur un équivalent 24. Enfin en tout cas c'est dans ma pratique quelque chose qui me sert plus. Alors on va voir maintenant les qualités optiques de cet objectif. Alors bien sûr en matière de séparation des plans, le 30 mm n'a absolument rien à voir avec le 16 mm, on est sur l'équivalent d'un 45 par rapport à un 24. Donc vous voyez que là je suis à la pleine ouverture, f1.4, et lorsqu'on est relativement près du sujet, l'arrière-plan est vraiment très bien flouté. On va fermer un petit peu l'ouverture pour voir ce qui se passe au niveau du fond, du bokeh. On a une image qui est extrêmement piquée, qui est bien détaillée, et vraiment là le détail sur la première poupée, sur les cheveux, c'est magnifique. Et si j'agrandis l'image à 100%, on a une image qui est parfaite, même à pleine ouverture, contrairement au 16 mm. Là c'est bon dès le départ. Et cette image est très agréable, à la fois précise, détaillée, sans être avec ce côté numérique que je n'aime pas, qui est parfois l'apanage de certaines optiques Sigma. Là, ça reste vraiment très naturel. On va fermer un petit peu l'ouverture pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du bokeh, de l'arrière-plan. Donc là, j'étais à f1.4. Je passe à f1.8. Vous voyez déjà qu'on a une petite différence. L'arrière-plan, je reviens à 1.4. Vous voyez, un 8, bon, c'est encore très acceptable, mais on reconnaît un tout petit peu plus l'arrière-plan. Et par contre, là, en montant encore d'un cran, là, je suis à 2.8, vous voyez que là, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment la différence importante des optiques à très grande ouverture. Et si je continue de monter, voilà, là, je suis à 4. On a une optique plus traditionnelle, avec une ouverture plus classique, et un arrière-plan, bien sûr, qui apparaît beaucoup plus.
Je vous remets juste la première image à 1.4. Et là, on a vraiment ce que j'aime dans ces optiques à grande ouverture, avec cette séparation des plans qui est très intéressante. Voyons maintenant au niveau du piqué, au centre de l'image et sur les bords. Alors si on analyse plus finement l'image sur, non pas une mire, mais ma BD-Tech préférée qui fait office, on s'aperçoit quand même qu'il y a une petite graduation dans l'amélioration des performances en fermant très légèrement le diaphragme. Donc là je suis à la pleine ouverture, à 1.4, on va mettre ça à 100%, voilà, et on s'aperçoit que l'image est déjà très belle, très définie, comme je vous l'ai dit précédemment, mais si on ferme encore un petit peu l'ouverture, là, je passe à 1.8, on voit une petite amélioration, un petit step de mieux, on voit bien là sur l'album Spirou. Et même chose lorsqu'on passe à 2.8, on gagne encore un tout petit peu, et c'est encore notable également à 4. Donc l'image de départ à 1.4 est déjà très bonne, là je suis, je vous le répète, à 100%, mais si on veut vraiment le maximum de piqué, il va falloir fermer un petit peu, et perdre bien sûr un peu le charme de cette pleine ouverture. C'est pratiquement toujours le cas des optiques qui ouvrent avec une grande ouverture, au-delà de 1.4, 1.2, mais c'est plutôt bien lissé, plutôt modéré, dans cet exemple sur ce 30 mm f1.4, et cette graduation est vraiment légère et assez linéaire. Donc on peut déjà utiliser cet objectif à la pleine ouverture. Voyons quand même un petit peu ce qui se passe dans les angles. Donc là, si on met les deux images côte à côte, on a à gauche l'ouverture 1.4 et à droite l'ouverture 1.8. Je suis dans l'angle supérieur droit de l'image. Vous voyez que c'est quand même très proche. On a vraiment assez peu de différence. Il faut encore monter un petit peu. C'est ce que je vais faire immédiatement. Voilà, à 2.8, c'est un tout petit peu plus marqué. On a effectivement un tout petit peu plus de micro-contraste à 2.8. Et c'est encore plus notable à f4. Voyez. Mais on est sur quelque chose qui est quand même du domaine, je dirais pas c'est de l'anecdotique, mais c'est quand même léger. La définition à f1.4 est déjà très bonne. Il y a un tout petit peu de vignettage, c'est pour ça que l'image est un petit peu plus sombre, mais ça reste vraiment très défini, très précis et parfaitement utilisable à pleine ouverture, mieux que le 16 mm précédemment. Voilà ce qu'il fallait retirer de cette analyse plus fine de l'image. Alors qu'en est-il de l'autofocus sur ce 30 mm 1.4 ? Eh bien on a le même comportement que le 16 mm, donc je vous fais un petit peu le défilé accéléré. On a quelques petits décrochés, même sur une personne qui arrive en marchant, pas très vite. Vous voyez là ça commence un petit peu à décrocher, là c'est plus tout à fait net, là non plus. On a quelques images, 3, 4, 5 images avec le ZFC qui sont assez moyennes, et puis il va raccrocher en fin de prise, voilà, ça commence déjà à être mieux, et là c'est parfait de nouveau. Donc voilà, là on arrive sur quelque chose de parfait, c'est parfait jusqu'au bout. Donc il faut retenir que l'AF, en tout cas sur le ZFC, n'est pas, je dirais, un foudre de guerre, comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit sur le 16 mm ou sur le 30, on verra d'ailleurs sur le 56, c'est un peu la même chose. Donc ce sont des optiques qui sont quand même avec un autofocus pas forcément des plus performants. Alors sur un grand angle, voire sur un 30 mm, c'est encore acceptable. On verra que sur le 56, ça peut poser peut-être un peu plus de problèmes. On regarde tout de suite en vidéo, mais on aura le même comportement. Alors voilà ce que ça donne en vidéo, je vous fais le défilé assez rapide. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui reste plutôt net, bien qu'il y ait des micros, pas pompages, mais des petits décrochages qui font qu'à certains moments, c'est plus tout à fait assez net. Alors, désolé pour la surexposition de l'image, c'est un petit peu aussi ce que je vous disais tout à l'heure, hein, à f1.4, lorsqu'on est au soleil, je suis à 1/2 millième, à 100 ISO, et je peux pas j'avais pas de filtre ND sous la main dans ce diamètre-là, donc je ne peux pas baisser la lumière, et je suis déjà à 100 ISO ou à l'ISO le plus bas, et à la pleine ouverture, je suis à 1/2 millième, la vitesse la plus rapide en vidéo. Donc ceci mis à part, ça ne nous empêche pas de vérifier la F, et vous voyez que la F, là je décroche un petit peu, ça revient, c'est bon, voilà. Ce ne sont pas des optiques qui sont faites pour avoir un suivi AF, un tracking AF très rapide. Par contre, c'est précis, et lorsque vous aurez besoin de faire un point sur des images plus statiques, ça sera tout à fait bon. Donc voilà, c'est les petites caractéristiques de ces optiques Sigma à monture Z.
Alors là, on arrive sur mon petit chouchou, le 56 mm, toujours bien sûr à la même ouverture 1.4. Je dois avouer que ça, c'est vraiment un objectif qui m'a séduit. D'abord, il est très compact, vous voyez, c'est vraiment assez court, hein, ça fait 61 mm de long, pour à peu près le même poids que le 30 mm, on est à 295 grammes. Et il est vraiment en harmonie, je trouve, avec ce ZFC. C'est un objectif qui est très agréable à utiliser, avec des caractéristiques particulières, puisqu'on a l'équivalent d'un 85 mm pratiquement, et avec cette grande ouverture f1.4, on va voir que ça fait des images formidables. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors c'est pour faire ce type d'image qu'on utilise des très grandes ouvertures, surtout avec des mini téléobjectifs, hein, comme ce 56 mm, l'équivalent à peu près d'un 80 mm full frame, et c'est pour avoir des bokeh, des fondus d'arrière-plan qui soient très beaux, très crémeux, très progressifs, et puis quand même le sujet en premier plan qui soit vraiment mis en valeur. C'est tout à fait le cas sur ces fleurs, sur ces lupins. On va voir d'autres exemples. Toujours à l'ouverture 1.4, hein, on est toujours avec le ZFC, et vous voyez quand même que c'est magnifique, et on a de la définition, c'est absolument splendide, et on a vraiment la zone de mise au point qui est extrêmement réduite, concentrée, qui permet de détacher la partie de l'image que l'on souhaite détacher. Alors, si on veut faire des images avec une ouverture plus classique, là c'est 6.3, eh bien on a là aussi un objectif qui est bien homogène, qui est contrasté, qui a vraiment une définition parfaite. Enfin, moi j'adore cet objectif. Alors, on va voir maintenant si cette définition est bonne dès le départ à 1.4 et si elle est également homogène sur les bords et les coins de l'image. Voilà, donc on est à 1.4 à gauche, 1.8 à droite. Alors la chose que l'on peut constater, c'est un très léger vignettage, en particulier sur le coin en bas à droite. Qu'en est-il de la définition? On va agrandir l'image, bien sûr. Et ben, on retrouve un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que au niveau définition, contraste, moi je vois peu de différence, vraiment c'est minime, négligeable on va dire. Par contre il y a ce vignettage qui est un petit peu plus marqué. Passons maintenant à 2.8, donc là je suis toujours en bas à droite, dans l'angle inférieur droit, et non, la définition, le piqué ne progresse pas, c'est vraiment absolument semblable. Et si je monte à 4, vous voyez là je suis passé à F4, non, on retrouve exactement la même chose, les mêmes caractéristiques, il n'y a aucun problème. Alors pour la F, on va retrouver grosso modo le même comportement que sur le 16 et le 30 mm, hein, à savoir un AF qui suit, qui est précis, mais qui n'est pas extrêmement véloce. Vous voyez, par exemple, lorsque Daniel marche face à moi, petit à petit, on sent, et là c'est plus tout à fait net, on commence à avoir un petit peu une perte à certains moments, là ça revient, c'est pratiquement nickel, et là, paf, ça de nouveau, ça décroche légèrement, on a un focus qui est plutôt sur l'arrière de la tête, et puis voilà, là c'est plus très bon, et puis ça finit en cacahuète. Donc voilà, et à la fin il retrouve le point. Bon là on est très près bien sûr, mais voilà. Donc la conclusion c'est que tout simplement cet AF, il ne faut pas compter dessus pour capter des mouvements assez rapides. Ça reste un AF précis, mais qui ne sera pas capable de faire aussi bien que par exemple les objectifs Z Nikon natifs. Alors j'ai voulu aussi me poser la question de l'importance du boîtier par rapport à la F. Est-ce que en changeant de boîtier sur ce Sigma 56 mm, j'allais pouvoir avoir un autofocus plus réactif? Donc là j'ai commencé par le Z6 et on n'utilise bien sûr qu'une seule partie du capteur du Z6, la partie DX APS-C. Et voilà, on va faire défiler, voir un petit peu ce que ça donne. Donc hop, je continue. Ah, là ça commence à décrocher légèrement. Là c'est pas hyper net, là c'est plus net du tout. Là ça commence à revenir. Là c'est bon. Là ça redécroche un petit peu. Bon, vous voyez, là c'est plus tout à fait net. Là ça revient. Là c'est plus net. Là c'est plus net. Là ça revient. Bon voilà, même comportement en tout cas avec le Z6, mais et avec le Z8 qui a normalement un AF beaucoup plus performant que le Z6. Vous savez que j'ai pesté pas mal contre le Z6. Et bien regardons ensemble avec le Z8 ce que ça peut donner. Alors nous voici avec le Z8, alors avec le Z8 j'ai 20 images par seconde, donc là ça défile, on va aller un petit peu plus vite. Vous voyez qu'au départ aucun souci, c'est parfaitement net, si j'agrandis l'image elle est nickel.
On continue, on continue. Ah, il semblerait bien que le Z8, avec son AF de course, permette à ce 56 mm d'être impeccable. C'est ce que je croyais. Et puis, quand on se rapproche encore de l'appareil photo, là, c'est encore bon. Et puis là, on arrive vraiment aux limites, pas à la zone mini de mise au point de l'objectif pour l'instant. Donc, normalement, il devrait continuer à mettre net. Et vous voyez qu'il y a déjà des petites variations. Là, c'est plus tout à fait bon. Là, juste sur les dernières images, il est revenu net. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui est parfait. Donc, avec le Z8, on va dire que cet AF retrouve une seconde jeunesse et encore plus performant. Et on va voir que c'est pas totalement idiot de monter cet objectif 56 mm sur un Z8. Bien sûr, un Z8 capteur plein format. Donc là, on utilise 20 millions de pixels sur les 46. Mais on a quand même un objectif extrêmement léger, extrêmement compact, avec une ouverture 1.4 qui peut rendre des services, y compris sur du plein format. Alors, comparaison extrêmement intéressante, je trouve également, puisque là, on va avoir à gauche le Z8 avec le 85Z à la pleine ouverture, 1.8, et à droite, on a le Z8 toujours avec le 56 mm à la pleine ouverture, f1.4. Alors, vous voyez que les images sont quand même assez proches, même si le 85Z conserve une petite longueur d'avance sur le crémeux du bokeh. L'arrière-plan est encore plus fondu, encore plus doux. En termes de précision de définition, on agrandit les deux images. Alors bien sûr, il n'y a pas tout à fait le même rapport d'agrandissement, mais peu importe, l'essentiel est là. On a là aussi une petite chouille de précision en plus avec le 85Z. Je le conteste pas, c'est mieux, il n'y a pas de problème. Je vous remets les deux images en plein format, vous voyez quand même qu'on a, avec ce petit 56 mm très léger, très compact et 2 fois moins cher, une image qui ne démérite pas, bien au contraire, et même si je préfère le 85 sur le Z8, je peux tout à fait partir en reportage léger avec cet objectif-là, sans aucune arrière-pensée. Alors en conclusion, que penser de cette triplette Sigma qui a une ouverture de f1.4, je vous le répète. Alors d'abord, elle vient combler une lacune dans la gamme des optiques Z, surtout en gamme DX, bien sûr, il n'y a pas l'équivalent pour l'instant, et elle propose une alternative vraiment crédible et intéressante. Les trois objectifs ont vraiment des caractéristiques assez différentes et peut-être complémentaires, à vous de voir. Moi, je trouve que le 16 mm est un petit peu gros, un peu lourd et n'a pas tout à fait ma préférence. Le 30 mm est lui, par contre, à retenir. C'est l'équivalent d'un 45 mm. On est proche d'une focale standard avec une très belle ouverture, une compacité encore tout à fait convenable. Et puis, vous l'avez compris, mon petit chouchou, c'est le dernier, le 56 mm. On est à peu près à 84 mm en équivalence full frame, avec une très belle ouverture, une très belle compacité, un poids contenu, un prix pour une ouverture f1.4 encore vraiment raisonnable, on est à 500 €. Le 16 mm est également à 500 € et le 30 mm est à 400 €. Ce sont des tarifs qui sont quand même bien étudiés en regard de ce que l'on a maintenant sur les optiques Z, même si en DX, Nikon a l'air de vraiment se réveiller et très rapidement je vous montrerai en test ce que peuvent faire les deux nouveautés. D'abord le tout récent 24 mm f1.7, vous allez voir que là on a vraiment un concurrent sérieux. Et un zoom motorisé, le 12-28 PZ parce qu'il est motorisé, vous allez voir que là aussi en vidéo c'est vraiment le top. Alors vous l'avez constaté sur ce test, il n'y a pas tout à fait toutes mes mesures et tout ce que je fais habituellement. J'ai beaucoup de choses à réaliser en ce moment, vous voudrez bien me pardonner. J'espère avoir pu vous apporter quelques informations intéressantes, puis on se retrouve très vite pour des nouveautés dans le monde de l'image, en photo, en vidéo, mais aussi en vélo, il y a pas mal de choses qui arrivent. Allez, ciao!